Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le Covid-19, conseil de défense à l'Élysée demain matin, vous y assisterez, j'imagine. Oui. Jean-Michel Blanquer, inquiétude. Inquiétude, pourquoi? Parce que l'épidémie se stabilise. Malheureusement, ça ne baisse plus. Alors, report du déconfinement prévu le 15 ou pas? Par définition, ça se décidera justement demain, en conseil de défense. Et comme à chaque fois, en fonction des données épidémiques. Donc, c'est un pilotage fin à partir des données. Et chacun... Inquiétude? Oui, bien sûr. Il faut en tout cas être très vigilant. Vous savez bien que c'est la philosophie qui nous anime. Il faut à tout prix éviter la perspective d'un troisième reconfinement qui serait la conséquence d'un rebond. Et donc, bien sûr qu'il faut être très attentif à la manière de remise en place d'attestation à partir du 15, par exemple. Écoutez, oui, nous verrons les mesures. Nous verrons bien. Bien, Jean-Michel Blanquer, oui, mais le sport vous concerne, puisque vous avez en charge. Reprise des compétitions amateurs, quand? Alors, pour les jeunes, là aussi, pour les jeunes, on a déjà recommencé les pratiques en plein air. Mais les compétitions. Les compétitions, ce sera au mois de janvier que nous pourrons, je l'espère, oui. Et nous y travaillons avec Roxana Maracineanu. Nous sommes très attentifs au sport amateur et à la pratique des mineurs, ce qui est déjà notre priorité. Donc on a commencé par le plein air, des mineurs, en sport amateur, et puis progressivement, on va, j'espère, pouvoir aller vers les adultes et pouvoir aller vers les compétitions. Parce qu'en 40 ans, j'ai vu ce chiffre qui m'a frappé, Jean-Michel Blanquer. En 40 ans, les enfants qui sont de plus en plus sédentaires ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire parce qu'ils ne font pas assez de sport. Bien sûr, et c'est un vrai problème mondial d'ailleurs, ce que vous dites. Je le souligne souvent, à l'échelle mondiale, c'est vrai partout. Les enfants après 11 ans diminuent par rapport aux générations précédentes et leur pratique physique et leur lecture. Autrement dit, deux éléments fondamentaux de la vie, je dirais. Et donc on doit travailler au rebond de cela. Alors ça passe pas que par les pratiques sportives en équipe, qui évidemment sont pas faites pour être suspendues longtemps, mais c'est par exemple le genre d'expérimentation qu'on a lancé dans l'Académie de Créteil et que l'on va lancer dans toute la France, qu'on appelle 30 minutes par jour, autrement dit 30 minutes d'activité à l'école primaire, d'activité physique, et ça on va le promouvoir d'ailleurs dans la dynamique. Le promouvoir, c'est-à-dire le génériser? Oui. À partir de quand? C'est progressivement. On est d'abord en train de regarder ce que ça donne à Créteil. Ça donne dans l'Académie de Créteil, donc l'Est parisien, ça donne de grandes satisfactions. On est d'ailleurs avec des enfants en milieu urbain qui font partie justement de ceux qui sont les plus sédentarisés, souvent ceux qui n'ont pas assez de pratique 30 minutes d'activité par jour. Oui, d'activité physique par jour. D'activité physique. J'espère que progressivement nous pourrons le généraliser parce que c'est bon pour la santé des enfants tout simplement. Mais évidemment. Un mot sur le sport professionnel, retour des supporters dans les stades en janvier. Alors il faut l'espérer, c'est en tout cas ce que nous avons à l'esprit, mais ça aussi, ça se confirme en fonction de l'évolution épidémique. Et quand ça aura lieu, ce sera dans une perspective qu'on pourrait appeler proportionnelle, c'est-à-dire non pas un chiffre en valeur absolue, comme ça a pu être le cas dans le passé, quand on disait par exemple 5000, mais un chiffre proportionné à la taille de l'endroit. 25% de la capacité du stade. Ça peut être ça, on verra. Ça peut être un siège sur 4, un siège sur 2. Ça dépend là encore des données épidémiques et ça se pilote encore une fois en fonction des données que nous avons. Et puisque nous parlons du sport professionnel, quelques mots sur le football professionnel. Les clubs professionnels de football risquent la faillite. Mediapro, qui détient les droits de diffusion, ne paie pas ces échéances. Est-ce que l'État interviendra à un moment donné ou à un autre ? Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas vocation à couvrir des risques inconsidérés. Dans cette affaire Mediapro, il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas bonnes, qui relèvent du risque pris par des acteurs privés et du risque excessif, et cela doit être souligné parce que c'est quelque chose qui ne doit jamais se reproduire. Mais on peut pas, dans la vie des affaires, prendre des risques de ce type et puis appeler l'État comme un pompier avec l'argent public pour en quelque sorte couvrir les risques. Ce serait entre guillemets trop facile. Après, bien entendu, qu'en tant que ministre des Sports, avec Roxana Maracineanu, je suis très attentif à la vie des clubs. Il ne s'agit pas d'arriver à ce que l'État ne fera rien. L'État pourrait laisser les clubs professionnels en faillite. Je pense pas. Mais il y a une marge entre couvrir les frais qui n'ont pas été assumés par un acteur privé et puis empêcher les clubs d'être en faillite. On a pris déjà des premières mesures, vous le savez, de compensation de billetterie à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Il y a aussi toutes les mesures économiques générales. On a dépensé 3 milliards d'euros pour le sport depuis le mois de mars au titre des mesures économiques générales. Il y a aussi des mesures en matière d'exonération des cotisations sociales. Bref, nous les aidons à passer le cap
Ça, c'est certain. Il y aura de nouvelles aides si ça n'avance pas. Écoutez, déjà avec les aides actuelles, l'objectif c'est d'empêcher les petits de mourir, parce que les petits de mourir, c'est vrai pour les fédérations comme pour les clubs. On est toujours très attentif aux grands et c'est normal qu'on le soit, mais il faut l'être aussi aux petits et aux moyens. Et l'objectif, c'est évidemment empêcher la mort des acteurs du sport, les aider à traverser la crise. Vous empêcherez la mort c'est ça, du football professionnel. Oui, et puis aussi des autres sports. Du football amateur. Et des petites fédérations. Ou des autres sports amateurs. Vous savez, moi, évidemment. je suis frappé par le sens des responsabilités des responsables sportifs. Pour moi, c'est un domaine un peu nouveau. Je suis ministre des Sports uniquement depuis juillet, même si je m'intéresse au sujet depuis longtemps. Et j'étais très agréablement frappé par le fait qu'on a des gens responsables, entreprenants, qui sont en train de traverser la crise et avec qui nous sommes en train de préparer l'après-crise. Par exemple, quand on prend la mesure qu'on appelle passeport, qui consiste à encourager les enfants à s'inscrire dans les clubs et à financer cela, eh bien, on prépare l'avenir parce que ce sera des inscriptions futures dans les clubs. Des tests antigéniques sont expérimentés dans des lycées d'Île-de-France. Quels sont les résultats? Ils sont bons? Alors, on regarde ça quotidiennement. Ils sont bons au sens où il y a peu de contamination. Peu de contamination. Et surtout au sens où ça nous permet ensuite de casser la barrière de contamination en faisant... Ce sera généralisé, ça aussi progressivement, ça se développe région par région et donc c'est à chaque fois avec les agences régionales de santé que nous développons cela. En tout cas, on peut dire que en milieu scolaire... Vous souhaitez que ça soit généralisé, c'est-à-dire que tous les personnels et élèves volontaires, je dis bien volontaires, puissent être testés. Oui, bien sûr. Nous avons une priorité éducation nationale pour les tests antigéniques, donc avec le ministère de la Santé, nous déployons progressivement cela, puisque l'avant-garde de toute la politique anti-Covid, c'est la politique de tester et de test, et donc c'est ce que nous faisons. Et je dois dire qu'en cette fin d'année civile, nous pouvons faire un bilan quand même assez positif de la façon dont le système scolaire a traversé la crise, puisque nous réussissons à ce que les élèves n'aient pas une interruption de classe, pour la plupart, ce qui est quand même très, très important. Tous les pays ne font pas ça. Je regarde nos voisins, ils n'en sont pas tous là. Jean-Michel Blanquer, le bac, avant le 15 mars, doivent avoir lieu les épreuves de spécialité. Est-ce qu'elles seront reportées en juin ? Non, l'objectif, c'est justement d'accomplir pleinement l'esprit de la réforme du baccalauréat. J'ai fait déjà des assouplissements, puisque vous avez donc 60% comme prévu en contrôle terminal, notamment avec les enseignements de spécialité, et puis 40% en contrôle continu. Ce que nous avons fait changer, c'est le fait que le contrôle continu, c'est du contrôle continu pur, autrement dit, le bulletin de notes. Et donc, il n'y a plus ce qu'on appelait les E3C, c'est-à-dire des partiels, en fait, que passaient les élèves. En revanche, s'agissant des épreuves de spécialité, c'est-à-dire l'épreuve qui passionne le plus l'élève, celle qu'il a choisie, et c'est un des grands aspects de la réforme du baccalauréat, eh bien, les élèves se préparent pour le mois de mars. On a fait un assouplissement au sens où il y a 2 sujets et pas un seul. C'est pour éviter qu'un élève se trouve avec une impasse. Mais l'esprit de ça, c'est aussi qu'il puisse avoir 2 notes importantes qui comptent et qui correspondent à leur passion et qui soient prises en compte dans Parcoursup ensuite, autrement dit dans leur suite dans l'enseignement supérieur. Au sport. Donc parce que nous allons créer en effet un enseignement de spécialité sport. Alors ça c'est pour la rentrée prochaine, mais c'est un point important que je vous annonce ce matin, c'est-à-dire une des vertus de la réforme du bac, c'est qu'elle permet une vision modulaire du lycée. Autrement dit, elle permettra toujours dans le futur de créer éventuellement des nouvelles disciplines, des nouvelles spécialités. Et là, nous allons expérimenter le fait d'avoir un enseignement de spécialité éducation physique et sportive, permettant donc à des élèves qui veulent, par exemple, faire un métier dans le sport, eh bien de choisir cette spécialité. C'est quand même drôlement bien de pouvoir choisir ses passions plutôt que de choisir un couloir. Et c'est ça l'un des aspects importants de la réforme du baccalauréat. Jean-Michel Blanquer, les maths, un rapport sera publié dans 2 heures, moins de 2 heures maintenant, un rapport international qui nous dit la faiblesse des élèves français en mathématiques. Écoutez, oui, nous avons, de toute façon, en matière de savoirs fondamentaux, c'est-à-dire le français et les mathématiques, nous avons une pente à remonter et je suis le premier à le dire et à le dire depuis que je suis arrivé. Les évaluations internationales telles qu'on les a sont toujours un peu comme en astronomie, nous disent quelque chose plus du passé que du présent, puisque c'est sur, par exemple, là, ce que l'on va avoir comme résultat, c'est sur des élèves de l'année 2018-2019, de classe de 8e ou de 4e, donc sur un niveau de maths qui, oui, s'est affaibli au cours des années. Notre stratégie actuellement... C'est même catastrophique. Le niveau de mathématiques est beaucoup trop faible en France, bien sûr. Mais ça justifie tout ce que nous sommes en train de faire sur le sujet, si vous voulez, que ce soit en français ou en mathématiques, des choses qui se voient, comme tout ce qu'on a pu faire en matière de diffusion de méthodes pédagogiques qui fonctionnent, mais aussi des choses qui se voient moins, comme notre plan de formation continue pour les professeurs des écoles, de façon à ce que cette stratégie français et mathématiques nous permette un rebond. Ce rebond se voit parfois dans nos évaluations nationales, parce qu'elles sont en direct. Par exemple, des évaluations de début de CP ou de début de CE1,
ou de début de 6e montrent des progrès ou pas en français et en mathématiques. Ces 2 derniers mois, la bonne nouvelle, c'était quand même, parce qu'il faut des bonnes nouvelles, il y en a, en entrée en 6e, malgré le confinement, il y a eu un progrès d'une année sur l'autre de nos élèves, mais le niveau reste encore à remonter largement. Oui. Dites-moi, il existe en France une agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une agence nationale de lutte contre l'innumérisme ? Elle existe, ça s'appelle l'éducation nationale. Il ne faut pas multiplier les agences, il faut assumer nos missions. Et donc, c'est vrai pour les savoirs fondamentaux, et c'est vrai pour les compétences numériques. Nous avons beaucoup agi en la matière, vous savez. Qui s'est divisé aujourd'hui Alors, d'abord, sur l'innumérisme stricto sensu, c'est-à-dire la faiblesse en mathématiques, nous avons... vous savez, dès que je suis arrivé, j'ai dit qu'il fallait avoir une certaine exigence sur le sujet. Par exemple, maîtriser les 4 opérations le plus tôt possible. Il y a eu ce qu'on appelle le rapport Villani-Torossian qui nous a permis d'élaborer toute une stratégie mathématique. Évidemment qu'elle ne produit pas ses effets du jour au lendemain. C'est sur plusieurs années que nous en verrons les effets. Mais nos élèves de début de primaire commencent à bénéficier des effets de cette stratégie. Et pour cela, il faut avoir des objectifs clairs. C'est notre cas, on les a affichés. Et c'est, par exemple, lorsque je vous dis la maîtrise le plus tôt possible des 4 opérations. Pendant longtemps, on a trop vécu sur des fausses idées. Par exemple, ne pas apprendre insuffisamment les tables de multiplication, retarder le moment où on apprend la division et la multiplication. Toutes ces choses-là, c'est fini, si j'ose dire, et c'est fini depuis au moins 3 ans. C'est-à-dire que c'est au début de l'école primaire qu'une certaine exigence doit nous permettre de monter le niveau de tout le monde. On tire tout le monde vers le haut, mais ça prend du temps. Jean-Michel Blanquer, demain mercredi sera présenté en Conseil des ministres le projet de loi confortant les principes républicains, jour anniversaire de la loi de 1905, le 9 décembre. Le projet de loi est prêt. Loi confortant donc les principes républicains. En fait, c'est une loi destinée à lutter contre l'extrémisme islamiste. Je dis bien islamiste et non pas islamique, hein, on est bien d'accord. L'extrémisme islamiste, c'est ça la réalité. Oui, non, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut l'assumer. Oui, elle est assumée d'ailleurs, totalement. Elle est assumée, vous l'assumez. Non, parce que séparatisme, on est passé à confortant les principes républicains. En fait, c'est lutter contre l'islamisme. Oui, bien sûr, mais les lois... D'abord, on n'a jamais caché le fait que c'était évidemment ça l'objet fondamental. Maintenant, les lois, par définition, sont d'ordre général. Donc ça peut aussi, parfois, aller contre, par exemple, des pratiques sectaires qui peuvent exister, qui ne relèvent pas de l'islamisme. Mais c'est vrai qu'à titre principal, c'est une loi qui a vocation à voter contre l'islamisme. Article 18 du texte, cet article a pour sujet l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans. Il interdit bien, on est bien d'accord, l'instruction en famille. Oui, il permet d'encadrer l'instruction en famille. Si vous voulez, l'instruction en famille aujourd'hui est un régime un peu déclaratoire, c'est-à-dire au fond vous gardez votre enfant à la maison puis vous dites je le garde à la maison. Il y a certains contrôles mais ils sont relativement faibles. Or nous avons vu que c'est engouffré dans cette brèche toute une série de pratiques, notamment de la part de l'islamisme politique, mais aussi des sectes ou des pratiques qui vont contre les droits de l'enfant, parce que l'enfant est un peu laissé à lui-même. Donc nous voulons resserrer cela. Cela signifie que c'est la scolarité qui est obligatoire dès l'âge de 3 ans. Autrement dit, tous les enfants vont à l'école dès l'école maternelle. Simplement, à titre exceptionnel, il peut y avoir... Alors, quelles sont les exceptions ? Est-ce que vous avez réécrit cet article ? Oui, on a... À la demande d'Emmanuel Macron. Et à la demande du Conseil d'État. Nous avons travaillé avec le Conseil d'État. Et donc, ce qui est normal, tout ça fait partie d'un processus normal. Mais vous l'avez réécrit. Alors, que dit-il aujourd'hui ? Eh bien, ce qu'il dit, vous le verrez surtout demain, puisqu'on le présente en Conseil des ministres, mais à grands traits, les exceptions, c'est la santé, bien sûr. Donc, pour des raisons de santé, un enfant peut rester à la maison. Il y a, quand on est à des pratiques sportives ou artistiques intensives, il y a les gens du voyage qui ont un régime particulier que nous accompagnons aussi. Et puis, il peut y avoir des cas particuliers justifiés par un projet pédagogique que la famille peut attester en quelque sorte et que nous contrôlerons auprès de l'éducation nationale, donc du rectorat, et nous allons nous équiper de plus en plus pour être en mesure de s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants dans un angle mort. Donc si je vous pose la question... J'insiste sur un point, pardon Jean-Jacques Bourdin, mais c'est qu'il ne s'agit pas seulement de défendre la République, évidemment l'objectif fondamental, mais c'est aussi défendre les droits de l'enfant. Quand on empêche qu'une petite fille aille voilée de la tête aux pieds à 3 ans dans un hangar, dans une école clandestine, avec des parents qui ont dit non, en fait on fait l'instruction en famille, alors que d'ailleurs en réalité c'est même pas en famille que ça se passe dans beaucoup de cas, c'est dans des structures totalement informelles et totalement contraires aux droits d'un enfant. Un enfant n'a
a le droit qu'on le protège contre un endoctrinement, etc. Mais j'ai tout à fait conscience que tout ceci n'est pas vrai de tous les enfants qui sont instruits en famille aujourd'hui. Je sais bien qu'il y a des familles qui se sont émues parce qu'elles ne veulent pas entrer dans cette description que je viens de faire. Donc nous essayons d'être justes et fins et subtils, je dirais, en distinguant ce que nous voulons cibler et puis les pratiques. Alors l'instruction, je vous pose la question, une question directe, l'instruction en famille restera-t-elle possible s'il n'est pas constaté de risque de radicalisation ? Oui, et de risque pour les droits de l'enfant, tout simplement. Et de risque pour les droits de l'enfant. Donc ça restera possible, si j'ai bien compris. Bien sûr, on a toujours dit que ça resterait possible. La question, c'est la largeur des exceptions. C'est la largeur des exceptions, j'ai bien compris. Et une petite fille voilée, il faut interdire le voile aux petites filles, de façon générale, je pense que pour une petite fille, c'est quand même souhaitable. Ça existe. Après, dans la vie de la famille, la famille a le droit de faire ce qu'elle veut en la matière. À l'école, c'est évident que non. À l'école publique, en tout cas. Et puis, il y a aussi certaines façons de faire qui sont tout à fait inacceptables aujourd'hui quand on envoie des petites filles dans ces structures. Je voulais vous parler de l'enseignement de l'arabe. Des cours sont donnés à certains élèves par du personnel nommés et payés par des gouvernements étrangers. Depuis 1977, il y a peu de contrôle. 85 000 élèves concernés, apparemment. Est-ce que vous allez changer cela ? Oui, nous avons déjà changé cela. Nous l'avons changé, par exemple. Alors, chaque État est un cas particulier. Le cas le plus difficile était avec la Turquie. Nous avons fait une négociation serrée. Actuellement, de toute façon, ces pratiques sont suspendues du fait des circonstances épidémiques. Sanitaires, et par ailleurs, nous avons totalement changé le régime de cela, de façon à mettre ça sous contrôle de l'État français. Donc, il ne peut plus y avoir les dérives qu'il y a eu dans le passé. Avec ce qu'on appelait donc les ELCO. Désormais, elles ont changé de nom, on appelle ça EILE. C'est beaucoup moins d'heures, c'est contrôlé par nous. Les personnes qui le font sont contrôlées par nous et les programmes sont contrôlés par nous. Donc, et quand ça ne le sera pas, on arrêtera. Donc, il est très probable d'ailleurs que comme nous avons tout suspendu là du fait des circonstances épidémiques, nous reprendrons là où les choses sont correctes. Donc oui, il y a carrément un changement sur ce sujet. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'enseignement, que ce soit de l'arabe, du turc, d'autres langues d'ailleurs, il n'y a pas que celle-ci, se développe de plus en plus dans un cadre d'ailleurs périscolaire. Je pense au plan Mercredi que j'ai créé il y a 3 ans, qui doit permettre d'avoir des structures périscolaires où nous enseignons ces langues avec des intervenants que nous recrutons et qui permettent aussi à tout un chacun, tout simplement, de développer ses compétences linguistiques. L'arabe enseigné au collège, oui, bien sûr. C'est le cas. C'est le cas. On va développer cela. D'autres langues de civilisation. Oui, alors je ferai une différence entre ce qui se passe dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. Oui. D'abord, nous avons une politique générale des langues. Il faut pas non plus s'obnubiler sur l'arabe. Nous avons, par exemple, aujourd'hui un objectif très clair qui est que tout enfant de France apprend bien une langue étrangère à l'école primaire et puis une deuxième langue étrangère s'ajoute dans l'enseignement secondaire au moins. Ensuite, il est possible de développer les langues aussi dans le cadre périscolaire. Par exemple, pour les enfants petits, quand les parents souhaitent qu'ils apprennent une langue comme l'arabe, nous devons proposer ça notamment dans le cadre du mercredi. Et plutôt que d'aller dans un endroit qui est contrôlé par exemple des islamistes, et on sait bien que c'est via la langue que ce type de dérive peut arriver, eh bien, je préfère des professeurs républicains de langue arabe qui permettent tout simplement le développement de cet enseignement de civilisation. C'est un point majeur parce que de toute façon, au-delà de l'arabe et du turc, d'autres langues de personnes issues de l'immigration, nous devons avoir une vision générale du développement linguistique de nos élèves. Et ça marche aussi pour les langues mortes. Par exemple, ce que je peux vous annoncer, c'est que on va développer l'apprentissage du latin français pour des élèves, notamment au réseau d'éducation prioritaire, en 6e. En 6e, latin français en 6e. À titre expérimental, mais c'est pour vous dire que la compétence linguistique, on pourrait parler aussi de la compétence linguistique que représente l'informatique, est très bonne pour le développement cognitif de l'enfant, le plus tôt possible. C'est pas un point fort de la France jusqu'à présent, et donc nous allons avoir une politique des langues qui englobe l'ensemble des langues possibles. Quelques mots pour terminer sur la laïcité, votre conception de la laïcité stricte ou libérale ? Alors, de façon générale, j'aime pas trop les adjectifs derrière laïcité. La laïcité, c'est la laïcité. C'est fait
pour la liberté. En tout cas, la laïcité, c'est synonyme de liberté. C'est grâce à la laïcité... Vous êtes un athéiste militant? Non, certainement pas. Alors, j'ai lu ça partout. Mais non, mais c'est de la confusion. Absolument pas. Si vous voulez qu'on parle de Dieu un jour, je le ferai quand je serai plus ministre. Mais je pense qu'on doit faire droit aux besoins métaphysiques de l'homme, bien entendu. On doit certainement pas nier ce besoin. Et c'est ce qui permet ensuite, dans une société, d'accepter qu'on croit ou qu'on ne croit pas, que chaque religion soit à rang égal et qu'il y ait tout simplement de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. C'est l'État qui impose la laïcité. Mais il faut certainement pas dire que laïcité, c'est synonyme d'athéisme. L'État, c'est même tout le contraire. C'est la laïcité qui permet la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est une richesse formidable, c'est un trésor français. Et ce trésor français, il est adapté à notre siècle. C'est pour ça que les gens qui veulent ringardiser la laïcité en disant que c'est pas bien, que ça ne correspond pas à la modernité, qu'il vaut mieux regarder le modèle américain ou des choses comme ça, je dis libéral, non. Au contraire, on ne doit pas juxtaposer des communautés. On se fiche de la couleur de la peau. La religion n'est pas quelque chose qu'on doit regarder en premier quand on considère quelqu'un. Après, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Et tant mieux qu'il y ait une liberté métaphysique forte dans un pays comme le nôtre. Et tant mieux s'il y a des gens qui ont la foi, c'est leur liberté, justement. Et donc la laïcité n'est pas synonyme d'athéisme, elle est synonyme de liberté. C'est pas la même chose. Bien, j'ai une dernière question. Élection régionale en Île-de-France. Jean-Michel Blanquer, vous avez pris la tête d'un groupe de travail pour bâtir le projet de la majorité dans la région. Pourquoi ? Pour vous présenter ? Pas forcément. Je l'ai fait forcément, mais oui, pas forcément non, quoi. Voilà, je l'ai fait à l'appui d'une conviction qui est que la majorité présidentielle... Vous en avez envie ? C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, il est collectif, il n'est pas individuel. Envie. Oui, justement, le jour où j'en aurai envie, peut-être que je le ferai. Pour l'instant, le but est de faire un travail collectif, parce que, pour traduire une idée qui est très simple, qui est qu'il est tout à fait normal que la majorité présidentielle se présente dans chaque région de France pour faire valoir les idées. Je donne un seul exemple. Il y a le plan de relance, aujourd'hui, qui est un sujet extrêmement important, 100 milliards d'euros, avec un effet de levier pour le redéveloppement économique du pays. Eh bien, les régions, en tant qu'entité, ont un rôle fondamental pour lutter contre le chômage, pour réindustrialiser la France. Et donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qui se passe à l'échelle nationale et ce que va faire chaque région. Il est normal que la majorité ait un programme pour ce développement économique et social de chaque région. Donc, moi, ça me passionne de contribuer à cela pour la région, mais d'abord de façon collective, parce qu'en tant que ministre, j'ai absolument pas le temps d'y passer du temps, justement. Donc, c'est juste pour animer un collectif, avoir un beau programme, et ensuite, on verra bien qui mène la liste, mais je n'en fais pas du tout une affaire personnelle. S'il y a une bonne personnalité qui surgit de nos rangs, je serais ravi de la soutenir. Merci Jean-Michel Blanquer d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci.